Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette analyse et cet avis sur l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones. Et rassurez-vous, comme d'habitude depuis le début de cette saison, toutes les théories seront réunies dans une vidéo à part que je sortirai, si possible, mercredi. Et voilà, l'épisode 3 est derrière nous et il y a bien sûr énormément à en dire. Et je pense qu'au sujet de cet épisode, les avis seront aussi tranchés que divisés, notamment sur le déroulement des événements. En grossissant légèrement le trait, je pense qu'on aura d'un côté ceux qui se laissent porter par la série et qui seront ravis de se dérouler, et les autres qui se projettent un peu plus dans tout ce qu'on appelle le lore de Game of Thrones, et notamment tout ce qui est prophétie, etc., et qui resteront peut-être un peu sur leur faim. Avant d'aller plus loin, je veux absolument souligner la puissance visuelle de l'épisode et la performance incroyable dont on a pu admirer les résultats. Certes, il faisait souvent trop sombre, mais c'était à prévoir, tout ayant été tourné de nuit par souci de réalisme. Et pour tout le reste, que ce soit le niveau d'action proposé, la diversité des situations ou encore l'immersion au cœur de cette action avec les personnages, et bien dans l'ensemble c'était quand même très abouti, avec quelques exceptions, mais j'y reviendrai, on a même eu des morts qui tombaient du ciel. À vrai dire, mon principal reproche, que ce soit sur la mise en scène ou le montage de cet épisode, concerne les combats principalement, puisqu'ils sont un peu surcutés, filmés de trop près, et ça manquait de plans plus larges qui prenaient leur temps. Arya en a quelques-uns, mais c'est encore très bref. Donc voilà, de mon point de vue, ça aurait pu être amélioré. Après avoir évoqué le visuel, j'en viens assez naturellement au scénario. Vous savez que c'est mon dada, oui, j'utilise des expressions des années 40, mais du coup, je pense que c'est à ce niveau que les avis seront un peu plus divergents, un peu plus tranchés, et j'en profite pour appeler au respect mutuel dans les commentaires. Ne vous insultez pas pour si peu, ça n'en vaut pas le coup. On sait bien que personne ne détient la vérité absolue sur un tel sujet, et oui, un avis sur une œuvre, même s'il est carré, n'est jamais égal à la somme des carrés des deux autres côtés. De mon côté, il y a clairement une part de déception sur la résolution. Que la menace des marcheurs blancs soit vaincue définitivement dès l'épisode 3, c'est une chose, pas évident à digérer déjà, mais surtout avec une telle facilité et sans véritable respect pour les parcours de personnages comme Bran et Jon, c'est encore autre chose. Et c'est couru d'avance, certains me diront dans les commentaires ou ailleurs, oui t'es déçu parce que t'as fait des théories et tes théories elles tombent à l'eau et du coup t'es gna t'es grognon. Non mais alors c'est pas du tout la question, enfin si un petit peu, puisque mes théories on s'en fout, c'est juste que certaines des théories, en tout cas de mon point de vue, étaient plus intéressantes que le déroulement qu'on a eu dans l'épisode. Du coup effectivement j'aurais préféré que ça se passe différemment. Ceci dit, comme je le disais en préambule, la réalisation de cet épisode, l'investissement des équipes est très solide et du coup ça rattrape pas mal des faiblesses du script à l'écran. Les minutes d'attente et de préparation sont excellentes pour que la pression des spectateurs monte au même rythme que celle des défenseurs, nos mains tremblent avec celles de Sam. Auprès des troupes extérieures, on a un joli plan de Ghost qui combattra apparemment aux côtés de chevaux, qui sont donc sacrément bien dressés pour ne pas renacler plus que ça. Et la première déception, Ghost, fantôme si vous préférez, ne rejoindra jamais Jon au cours de la bataille et pourtant ce ne sont pas les occasions qui ont manqué. Le retour de Mélisandre était parfaitement envisageable, on se demande juste un peu pourquoi et comment elle arrive seule et par le nord, mais bon, admettons. L'accueil glacial que lui réserve Davos était attendu et légitime, et la réponse de Mélisandre peu surprenante. En revanche, je dois dire que j'espérais un lien dans le destin de Mélisandre avec celui de Varys, et je me demande si la série pensera à revenir sur les étranges rapports du personnage avec les prêtresses de R'hllor. L'inverse serait quand même sacrément décevant. Ce qui ne fait absolument aucun doute, c'est que tous les spectateurs ont adoré la prêtresse rouge quand elle a apporté enfin un gain de luminosité à la scène. Et ensuite donc, les Dothraki, avec leurs aracs allumés, chargent sur l'armée des morts. Mais pourquoi ? Pourquoi les showrunners n'ont pas consulté des experts militaires par exemple ? Et oui, pas besoin d'être un grand savant de tactique ou de stratégie pour savoir que la meilleure utilisation d'une cavalerie légère, puisque les Dothraki n'ont pas d'armure lourde, ils n'ont pas de lance, donc c'est une cavalerie légère, ils ont des arcs et des épées, et bien le meilleur usage, c'est de harceler les flancs de l'armée adverse, notamment pour une armée aussi immense que l'armée des morts. Alors peut-être qu'il y a eu un souci en termes de réalisation pour utiliser les chevaux, mais je ne vois pas d'explication rationnelle autre que celle-là. Maintenant que j'ai dit ça, il faut reconnaître que l'effet dramatique et visuel est particulièrement frappant quand les aracs enflammés s'éteignent au loin et que les cris sont étouffés par la nuit. Alors qu'elle voit tous les guerriers de son peuple périr, Daenerys réagit avec passion et on la comprend. Ce sont des dizaines de milliers de Dothraki qui meurent, presque pour rien, près de 100 000 même, selon les données des précédentes saisons de la série. On assiste donc à un carnage monumental, c'est presque un génocide, heureusement que les femmes et les enfants Dothraki n'étaient pas présents. Toutes les interventions des dragons étaient encore une fois fascinantes visuellement, depuis les premiers souffles destructeurs jusqu'aux virevoltes de combats aériens, c'était largement digne d'un blockbuster de cinéma.
Et quand la vague immense des spectres vient fracasser la ligne des troupes et les emporter comme un tsunami emporterait un château de sable dans un déferlement de corps putréfiés et d'ossements, je me suis demandé pourquoi a-t-on sorti le moindre fantassin, pourquoi ne pas avoir garni les défenses, les murailles de Winterfell avec ligne sur ligne de soldats mais à l'intérieur. Pourtant en théorie Winterfell est un château largement assez grand pour accueillir des milliers de défenseurs et la tranchée de flammes aurait alors pu être allumée dès le début. Évidemment, je sais bien que beaucoup de décisions scénaristiques se prennent en donnant la priorité à la force de ce qui sera amené à l'écran, et de ce point de vue, c'est très réussi. L'assaut est incroyable, et la tension autour de l'allumage de la tranchée est bien amenée. Et il faut bien en profiter de cette tranchée, puisque ce sera le tout dernier coup d'éclat de Mélisandre, puisqu'elle ne relèvera plus personne d'entre les morts, et qu'elle sera là juste pour rappeler à Arya des couleurs Dieu affirmées. Finalement, dans cette bataille, le plus malin, ça reste le roi de la nuit. Entre l'utilisation du brouillard glacial et la façon d'empiler les spectres sur les flammes, au moins il utilise intelligemment les outils à sa disposition. Enfin presque, mais je reviendrai pour rager plus tard sur le cas des marcheurs blancs. Au cœur de la bataille maintenant, outre Kono, le meneur des Dothraki dont tout le monde se fout, on va pas se voiler la face, c'est bel et bien Ed Tolet, le dernier commandant de la garde de nuit, qui lance le décompte des morts marquantes. En véritable frère de la garde de nuit, c'est en aidant Sam à se relever que Ed va y passer avec une attaque par derrière, et du coup là on ne peut pas s'empêcher de se dire que Sam aurait dû mourir une bonne dizaine de fois, comme quasiment tous les personnages principaux qui se retrouvent directement au corps à corps avec les spectres. L'épisode joue avec nos peurs de voir Brienne, Jaime, Podrick, Sam ou Tormund mourir, parfois en les mettant dans des situations tout bonnement impossibles, un petit côté exagéré du coup, et armure scénaristique qui peut agacer. Mais aussi heureusement de très beaux morceaux de bravoure, notamment lorsque Jaime et Brienne se sauvent mutuellement tour à tour. En parlant de moments de bravoure, on peut dire que Lyanna Mormont est partie avec autant de classe qu'elle en avait à son arrivée. L'avoir craqué dans la poigne du géant était terrible, et même si c'était gros comme une maison, le coup dans l'œil a fait très plaisir. Mais du coup, en prenant un peu de recul et en réfléchissant à la situation, on se dit qu'avec la mort de Ser Jorah Mormont, qui arrive plus tard dans l'épisode, c'est la fin de la belle maison Mormont, et on peut dire que les ours se sont montrés à la hauteur de leur réputation. Autre fille, autre badass avec Arya qui défonce du spectre à la chaîne sous le regard incrédule et admiratif de Ser Davos. D'un côté, ces scènes étaient excellentes et jouissives à voir, je les ai vraiment appréciées, et de l'autre, on ne peut que constater que la série a fait un sacré raccourci pour expliquer comment Arya a pu devenir la combattante ultime en si peu de temps et en s'entraînant essentiellement au bâton, avec des assassins qui misent surtout sur la discrétion. Alors oui, je sais bien que c'est le genre de choses qui ne posera aucun problème à la majorité des spectateurs, et c'est tant mieux, tout le monde n'est pas obligé d'être aussi relou que moi. Là où on retrouve un peu de finesse et d'enjeu, c'est justement quand Arya doit fuir, et finalement, ce n'est face à personne en particulier, juste un trop grand nombre de spectres, le genre de petite surprise réaliste qui me plaît. L'entrelacement des scènes de bataille avec des moments de calme ou de tension mais différentes, voilà clairement une excellente idée pour gérer le rythme de l'épisode. Arya dans la bibliothèque, voilà une très belle scène, parfaitement filmée et exécutée. Parfaitement exécutée donc comme le roi de la nuit, je vais y revenir. Encore un moment qui me parle et qui s'appuie sur l'historique des personnages quand Beric parvient à sortir Sandor de sa crise de panique en lui montrant Arya en danger. Et pendant ce temps dans les cieux, le combat des dragons tourne plutôt à l'avantage de Jon sur Rhaegal puisqu'il parvient à arracher la moitié de la gueule de Viserion. Mais le problème des morts vivants, c'est qu'ils ne perdent pas de sang, ne ressentent pas la douleur, il faut les détruire totalement pour les détruire. Quand le roi de la nuit tombe, on se doute bien qu'une chute ne suffira pas à le tuer. Quand Daenerys le passe au Dracarys puissance over 9000, on se doute bien que ça ne suffira pas à le tuer. Surprenant en revanche de distinguer un sourire, mauvaise idée que de donner cette émotion au Night King aussi tardivement. Quand Jon lui fonce dessus pour tenter de le stopper, on espère enfin un duel ultime, mais non. Et à ce moment précis, quand le roi de la nuit relève tous les morts, l'épisode n'a jamais été aussi près de nous faire croire au massacre généralisé, à l'apocalypse pour de bon, et il faut dire que c'était encore un très beau moment. On aurait aimé en voir encore plus, des moments du Night King qui relève des gens, à Port-Réal par exemple. Heureusement, pendant ce temps, on peut compter sur Bran qui met en œuvre des années de progression de personnage, une quête épique au-delà du mur et des sacrifices déchirants autour de lui pour déployer ses pouvoirs prodigieux et mater l'action de plus près avec des corbeaux? What the fuck? Alors oui, le grand rôle de Bran dans la guerre vitale contre l'armée des morts aura été de servir d'asticot géant au bout d'une canne à pêche, du coup la présence des Fernets était clairement justifiée. Avant de parler de Théon ou Theon, on a quand même ce bon Beric Dondarrion qui se sacrifie avec un plan qui nous resserre le fameux symbole christique qu'on retrouve souvent au cinéma, Beric avec pour sainte mission de protéger celle qui tuera le roi de la nuit. Bon alors ok, là encore pour ce passage avec Beric, ça passe à peu près, c'est assez logique avec les histoires des personnages, puisque Beric et Arya ont un historique en commun,
Mais pour le reste, on sent que les scénaristes, les showrunners, Weiss et Benioff, se raccrochent aux branches. Ils essayent de faire rentrer des vieux machins dans leur version nouvelle de l'histoire, avec Arya qui tuera le roi de la nuit, une idée qui leur est venue de leur propre aveu il y a 3 ans environ, et donc on peut espérer que ce n'est pas du tout la version que l'auteur des livres, J.R.R. Martin, leur a donnée, et que la fin dans ces livres sera différente. Attention, quand je dis fin différente, je parle de fin du Roi de la Nuit, pas de fin complète de l'histoire, puisqu'on sait qu'elle sera à peu près la même. Passons maintenant aux cryptes dans lesquelles les différents personnages qui sont réfugiés se sentent évidemment inutiles, notamment Tyrion qui le vit assez mal, qui commence à picoler, et qui se souvient de son action décisive lors de la bataille de la Nera, la bataille de Blackwater. J'ai apprécié les quelques échanges entre Sansa et Tyrion, et l'idée qu'on laisse entrevoir d'une évolution intéressante potentielle entre eux. Malheureusement, les scénaristes mettent une idiotie dans la bouche de Sansa. Critiquer Daenerys alors que ses armées meurent pour eux à l'extérieur n'est pas bien malin, et Missandei tient sa seule intervention de l'épisode pour un peu de morale. Concernant les morts des cryptes, c'était tellement gros que je ne voulais pas y croire, mais ils l'ont fait. Que des morts aussi anciens puissent sortir aussi nombreux de tombeaux en pierre, comme s'il s'agissait de carton-pâte, ça me semblait totalement improbable, mais bon. Alors ok, pourquoi pas, mais quitte à aller dans ce sens, autant mettre une grosse pression sur les personnages les plus importants qui sont dans les cryptes, mais non, au final, ce ne sont que les figurants qui étaient en danger. Et là, je suis obligé de vous dire que je suis vraiment déçu que jamais une seule mention ne soit faite des passages secrets de Winterfell. On sait qu'ils existent, cela aurait donné un rôle intéressant à Sansa, elle aurait pu protéger certains de ses sujets, entre guillemets, en tout cas des gens qui étaient réfugiés là, en les mettant à l'abri tout simplement. Revenons à Daenerys qui sauve Jon in extremis de Spectre qui semble avancer au ralenti quand il s'agit de laisser une chance à l'un des personnages principaux. Quand Jon laisse Daenerys en arrière pour tenter coûte que coûte d'intercepter le roi de la nuit, je n'ai pas été choqué, il a toujours donné la priorité au bien du plus grand nombre, même logique quand il passe à côté de Sam, s'il s'arrête, il sait que tout le monde mourra. Drogon se fait assaillir de toutes parts, et là pour moi c'est une scène excellente, avec un vrai suspense sur la survie du dragon, obligé de choisir sa propre survie et de s'envoler sans Daenerys. Je dois dire que le fait que Drogon survive me semble assez logique, c'est comme si un être humain recevait de multiples petites piqûres et coupures, c'est douloureux mais pas de quoi en mourir. Les morts pleuvent sur Winterfell alors que Drogon s'ébroue dans les airs et on attend que Jon puisse enfin arriver au bois sacré. Mais non, plutôt que de s'inscrire dans la lignée de plusieurs années de développement de personnages, plutôt que de s'inscrire dans la logique de 2 précédents face-à-face, les showrunners décident de bloquer Jon avec un dragon qui pourrait avoir le mot scénario en lettres de néon gravé sur le front. Et oui, on veut nous surprendre, pas vrai, puisque surprendre c'est toujours ce qu'il y a de mieux à faire dans un scénario, pas vrai ? Alors non, d'abord la surprise ce n'est pas toujours le meilleur choix, et en l'occurrence, il n'y a pas de surprise puisque Mélisandre l'a gâché juste avant en rappelant 2 anciennes lignes de dialogue, celle sur les yeux de différentes couleurs affermées et celle sur ce qu'on dit au dieu de la mort. Des dialogues qui, à mon avis en tout cas, n'étaient pas du tout prévus pour ça à la base, mais que les scénaristes ont retourné pour justifier leur choix. C'est habile, mais c'est aussi malhonnête. Pendant ce temps donc, Théon et les Fernets se démènent pour protéger un Bran qui ne fout absolument rien pour les aider. Là, on a un bel exemple pour Théon. Sa mort est-elle une surprise? Absolument pas. Est-elle réussie? Oui, bien sûr, Théon se bat comme un lion, on l'accueille à Winterfell comme chez lui, et celui à qui il a causé le plus de tort lui dit qu'il est un homme bon. Alors c'est vrai, je reconnais que la scène manque un peu de chaleur, d'humanité venant de Bran, mais c'est logique, vu ce qu'est devenu le personnage. Mais heureusement, les expressions faciales de l'acteur Alfie Allen, l'interprète de Théon, rattrapent tout ça. Le roi de la nuit semble presque respecter le geste de Théon en le regardant mourir à ses pieds, mais il est grand temps pour lui maintenant d'avancer au ralenti pendant 5 minutes, certainement pour profiter de la belle composition musicale au piano de Ramin Djawadi. Pendant ce temps, un autre drame se joue avec Ser Jorah Mormont, qui aura une mort héroïque aussi glorieuse que celle de Boromir, tenant jusqu'à son dernier souffle pour protéger celle qui ne pouvait pas lui rendre son amour. Mais une mort honorable qui rend hommage au personnage, une mort émouvante, là oui. Dans le bois sacré, le monde est au bord du gouffre et Bran reste en mode chill out. Il sait très bien qu'un whoosh va retentir et qu'Arya va utiliser la tyrolienne qui relie la tour de Winterfell au sommet du Barral et prendre le roi de la nuit à revers et par surprise. Bah oui, c'est ça, il y a forcément une tyrolienne qui relie Winterfell au bois sacré, c'est la seule explication. Sinon, comment elle fait Arya pour passer les 2000 spectres et les 100 marcheurs blancs? Ah, à moins qu'elle se promène avec la table de la bibliothèque sur la tête. Bah oui, j'aurais dû y penser. Et là, c'est le drame. Dans une surprise ô combien hollywoodienne et ô combien décevante, Arya nous sort le petit tour de passe-passe avec sa dague en acier valyrien, vu dans le duel contre Brienne, ou encore dans le combat de la salle du trône de The Last Jedi, et paf, ça fait des chocs à pics de la nuit. Alors oui, là, je vous confirme, je suis complètement sarcastique, puisque de mon point de vue, cette fin du Roi de la Nuit est totalement imbécile, il n'y a pas d'autre mot.
Où sont passées les prophéties? Où est passé le mysticisme? Où est passée la menace invincible? Ben, elle a disparu. Et évidemment, ce n'est pas du tout une question de femme ou d'Arya ou pas Arya. Déjà, si Jon lui-même avait vaincu et tué le roi de la nuit en duel à l'épée, j'aurais trouvé ça stupide. Toute cette intrigue ne peut pas se résoudre d'un coup de dague ou d'épée. Pas comme ça, c'est ridicule. Mais oui, où sont passées les prophéties? Où est passé Azor Ahai? Où est passé le sacrifice de Nissa Nissa? Où sont le prince, la princesse qui fut promis ou promise? Alors effectivement, il y a une version dans laquelle ça pourrait un peu coller, examinons ça. Supposons que Rhaegar Targaryen, le frère de Daenerys et le père de Jon, était au final lui-même Azor Ahai, et donc que Lyanna Stark, qui est morte en couche, était Nissa Nissa, donc ce qui ferait de Jon Illumination. Ah bah non, ça marche pas. Mais non, puisque le roi de la nuit, il a été tué par Arya avec une tyrolienne, c'est con. Et sinon, autre chose qui m'a un tout petit peu chiffonné, hein. On a donc une bonne heure de bataille pure et dure dans Winterfell, on a des tas de marcheurs blancs, et pas un seul combat de marcheurs blancs contre qui que ce soit. Mais pourquoi? Pourquoi? Enfin, la conclusion avec la mort de Mélisandre porte un message clair, elle a atteint son objectif ultime, elle a utilisé toute son énergie vitale pour canaliser le pouvoir allumant la tranchée malgré le blizzard du roi de la nuit, elle meurt et avec elle tous les aspects mystiques de la série qui me fascinaient tant. Pas d'anciens Stark, pas de retour inéluctable des marcheurs, pas de sacrifice, pas de rituel, juste un couteau d'un acier forgé avec le feu des dragons pour détruire un être immunisé à ce même feu. Ok. Et sinon, je vous préviens tout de suite, vous pouvez ranger toutes les théories bizarres, hein. Non, Arya n'est pas devenu le roi de la nuit, non, Bran n'est pas devenu le roi de la nuit, non, le roi de la nuit ne s'est pas réincarné dans un caillou avec l'air méchant qui traînait dans le bois sacré, il faut faire une croix sur toutes ces conneries. Ce qu'on peut souhaiter en revanche, et là je garde bon espoir, hein, je ne suis pas totalement négatif, c'est que, outre les qualités de cet épisode 3, les 3 derniers épisodes de cette saison et donc de la série puissent donner une fin très satisfaisante à toutes les intrigues humaines qui nous ont porté pendant si longtemps. Allez, on y croit. Que vous soyez d'accord avec moi, que ce soit complètement, un petit peu ou pas du tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous vous abonnerez à la chaîne, sinon je serai obligé d'utiliser une tyrolienne pour vous tuer à un moment très inopportun, je vous aurais prévenu, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!